que ces chocs, ces traumatismes majeurs ont, d'une part, ils ont donné naissance, ils ont donné, disons, une chance au contre-projet de mondialisation, qui était le contre-projet repris, hérité ou adapté ou trahi comme l'on voudra de la pensée marxiste, et qui a été le modèle socialiste, un modèle qui tendait tendanciellement à couvrir l'ensemble du monde. Et nous sommes trouvés ensuite dans ce statut plus qu'ambigu, tragique, que cela s'est inscrit dans la cassure entre deux blocs, entre deux mondes, dans un affrontement qui, on le sait bien, a conduit dans les années 90 à l'implosion des systèmes dits du socialisme réel. Alors aujourd'hui, oui, on y vient quand même, on y vient, mais quand même sur ces bases et dans ce cadre, après ce coup d'œil sur le rétroviseur, et où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Bien, dans le cadre de tous ces événements, la démographie mondiale a explosé. La révolution dans la production, non seulement quantitative, mais dans la production de la valeur, dans l'évaluation du travail, la fin des paysans, du moins dans nos sociétés européennes, enfin tendancielles, les plus que remaniements, les révolutions sociologiques et technologiques ont ont amené beaucoup à parler de la fin d'une utopie. Mon sparring partner des années du bicentenaire, François Furet, dans l'ouvrage qu'il a dirigé sur l'héritage de la Révolution française, avait délégué à un brillant Italien, Vittorio Strada, le chapitre sur l'héritage de la Révolution. Et Vittorio Strada exposait ce qui est devenu une banalité, que le cycle des révolutions étant fini, étant clos, bouclé, eh bien, on ne pourrait plus désormais attendre que se confier aux révolutions de la technologie, de la communication, toutes choses auxquelles d'ailleurs nous nous sommes habitués et que nous avons reçues et intériorisées, avec des réticences chez certains comme moi, mais on y reviendra peut-être. Donc le terme est reçu, la révolution est terminée, et donc ça simplifie le champ d'interrogation, puisque dans le contexte actuel, eh bien, nous nous trouvons confrontés à fin de l'utopie socialiste et triomphe de l'utopie libérale. J'entends pourquoi utopie libérale? Elle se veut expression d'une réalité, et elle l'est d'une certaine façon. Mais cette utopie libérale, fondée sur le règne du profit, sur la destruction des ressources, la destruction des équilibres, la destruction de l'histoire, la destruction d'une partie des cultures, eh bien, ce triomphe non contesté, au moins dans les faits et jusqu'à présent, nous présente l'utopie comme pointe extrême, l'utopie de la fin de l'histoire. C'est plus que la fin des révolutions, c'est la fin de l'histoire. Et ce n'est pas sans retombées qu'on a vu émerger ou évoquer dans toute cette journée. C'est-à-dire que les attitudes, dirons-nous les attitudes refuge, c'est introduire un lien de causalité peut-être trop mécanique, mais ces attitudes refuge, c'est l'identité. Le repli sur l'identité, les identités, la prolifération
de la mémoire. Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Cette mode de la mémoire, cette mode patrimoniale, c'est la mémoire, c'est les identités mortes. Hein. Alors, ces retours, c'est la nostalgie des valeurs, c'est l'explosion du sacré. Ce sacré que les Malraux, très bien, avaient prophétisé pour le XXIe siècle, mais qui arrivait sous des formes différentes de celles qui avaient été annoncées, et où ne se retrouvent ni les vieux rationalistes comme moi, mais non plus les religions installées. Mais alors, ce retour du sacré, bien, il a des inscriptions du sacré, et cet retour aux identités premières, il a ces transcriptions, ces traductions, qui ne sont pas des inventions, mais que l'on croyait renvoyer à un 19e siècle, celui d'Israëli ou de Palmerston, disant ça se passe en dehors des frontières de la civilisation. Il parlait des guerres des Balkans à l'époque. Bien, oui, retour aux xénophobies, retour au repli identitaire dans ce qu'ils peuvent avoir. Ça s'inscrit en synchronie et en même temps en contrepoint complet avec cette mondialisation qui s'opère, qui triomphe. Alors, comment s'en sortir? Bien, rassurez-vous, c'est là-dessus que je l'espère. Je vais être le plus bref parce que vous en avez parlé, vous en avez discuté concrètement pendant toute cette journée et plus encore dans cet après-midi. Et allez, je vais faire un petit exercice de simulation. Je ne regarde plus dans le rétroviseur, mais je regarde. Hein, alors, c'est plus l'impérialisme suprême du capitalisme, ça s'appellera que faire. Hein. Bon, on connaît nos classiques. Mais, alors, ben, il y a une première solution. Ce serait de faire la révolution. Oui, bah oui. Seulement, là, il y a plusieurs mises en garde que j'ai écoutées avec d'autant plus d'attention que parfois j'aime bien des dialogues de toutes sortes avec beaucoup. Par exemple, en Italie, j'aime bien discuter avec des gens de Lotta Comunista parce que ils veulent encore faire la révolution, ces camarades-là. Et alors, bon, on leur dit, ma femme plus que moi encore, mais on leur dit, oui, on voit bien, vous faites un très gros travail de terrain, de porte à porte, comme peut-être même nous ne faisons plus. Puis, mais en haut, comment? Ah, mais il suffira de s'emparer de l'appareil de puissance, de domination. Et alors là, je me dis, de ce monde médiatisé, je me dis, mais oui, mais on ne le prend pas comme l'hôtel des postes de Saint-Pétersbourg. C'est devenu plus difficile. C'est devenu bon. Alors la révolution. Bon, admettons qu'on fera plus de la révolution avec des barricades. Mais admettons aussi qu'il se passe des révolutions. Et des révolutions auxquelles on n'a pas le droit de dénier le terme de révolution, mais qui ont cette différence fondamentale que ce ne sont plus des révolutions inspirées de Marx, mais en filiation de l'idée des Lumières, du progrès et de la raison, mais qui sont des révolutions de l'irrationnel, qui sont des formes de révolution qui ont évacué cette idée de progrès qui est pour nous fondamentale. Alors bon, existe la révolution. Bon, vous avez réservé jusqu'à plus ample examen. Je n'attends pas que le Chiapas fasse tache d'huile dans toute l'Amérique latine. J'en suis désolé. J'ai participé il y a 3 semaines à un colloque à Madrid où nous avons eu trois exposés sur le Chiapas et sur la façon dont il est
actuellement embaumé, enrobé et devenu un musée de la Révolution. Bon, alors, passons à la suite. Alors, si c'est plus la Révolution, reste quand même ce problème qui a été esquissé par un de nos derniers intervenants. Plus de violence, d'accord. Plus de violence, mais où se situe? Parce que plus de violence, mais le combat, la lutte, la déflagration. Alors, où passe la frontière? Comment allons-nous concilier l'appel à la lutte et au combat et le refus de la violence? Quelles sont les violences qui nous sont licites ou même exigeables? Un problème que j'ai vu affleurer, me semble-t-il, dans ces interrogations. Mais alors, passons de l'autre côté. Si la révolution est hors de cause pour le moment, ben, il y a toute une gradation d'attitude ou de position. La première, ce serait de souscrire à l'ordre mondial. Souscrire à l'ordre mondial, sous le parapluie américain, finalement, ils sont, je veux dire, efficaces, pas partout, hein. Bon, mais enfin, ils ont leurs limites sous cette hégémonie fatiguée, à bout de souffle, mais à sa manière efficace. Et c'est dans ce cadre que continuent à se poursuivre actuellement ces réajustements fondamentaux et tragiques de l'accentuation du contraste nord-sud, et là-dessus va se brancher une modulation est-ouest entre les anciens et les nouveaux, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les barbares sont dans nos portes, sont à nos portes et peut-être dans nos banlieues. Alors, hégémonie américaine, c'est quand même dur à accepter. Là, je crois exprimer un consensus qui a été celui de tous les intervenants, sauf un dont je salue le courage. C'est Vladislav qui a représenté dans notre réunion une présence qui peut-être aurait manqué. Et en tout cas, il l'a dit. Bon, mais alors, si nous sommes d'accord pour récuser cette soumission inconditionnelle, hein, bien, à partir de ce moment-là, on commence à jouer, et là, je m'y risquerai pas plus que vous, pas moi non plus, on commence à jouer à l'ouilles-tu. Alors, l'ouilles-tu, c'est l'Europe. Hein. L'Europe, est-ce que l'Europe est une possibilité, un moyen d'alléger le fardeau de l'hégémonie américaine, et de quelle façon d'alléger, ou peut-être même de le contrecarrer, peut-être de le concurrencer, mais de quelle façon? Alors, il y a deux façons, au moins, peut-être plus, encore plus. Il y a celle de d'être aussi libéraliste, d'être aussi libéraux que les Américains, et de jouer le jeu du libéralisme. Mais à ce jeu-là, nous ne sommes pas sûrs, il s'en faut, de gagner, parce qu'ils ont une avance indiscutable. Alors, l'Europe combat en retraite, ou moyen d'essayer de négocier un compromis, longtemps on disait un compromis bourgeois. Là encore, on va comprendre que dans ce parcours que nous faisons ensemble, bien, les résultats du sondage soient aussi éclairants dans leur ambiguïté profonde.
mondialisation, on est pour, on est tous pour. Seulement, non, hein, pas ça. Hein, plus jamais ça, comme ils disent à la télé. Hein. Bon, alors, plus jamais ça, mais pas cette mondialisation-là. L'Europe, bien sûr, c'est une grande aspiration. C'est plus qu'une utopie. J'allais dire, c'est comme les 35 heures, c'est dans la marche de l'histoire. Même si on a remisé la locomotive. Mais l'Europe, oui, et il faut donc la défendre, la consolider, mais évidemment, pas comme ça. Et pas comme ça, ça suppose que nous puissions mettre en place un contrepoids. Alors, dans la lutte, dans le combat, dont les formes sont à inventer et à définir, mais un contrepoids qui soit celui de la mobilisation des forces populaires. Hein. J'ai l'air de parler comme dans un cours sur la Révolution française. Hein. Soutien populaire. Non, c'est pas un soutien populaire. C'est une mobilisation, mais c'est-à-dire que cela demande, c'est plus qu'une réflexion, une mise en pratique, la recherche de solutions, d'institutions, de démarches, d'un esprit et d'un souffle qui permettent d'ajuster, de faire cet ajustement entre le micro et le macro, entre ces attitudes, aspirations populaires auxquelles nous devons être attentifs, mais en même temps sans adopter une attitude passive. Vous me direz, ça a été de longue date le problème de tous les mouvements, de tous les courants progressistes ou même révolutionnaires. Mais alors, ça impose à la fois de prendre la mesure et conscience de la réalité des revendications identitaires, sans tomber dans le communautarisme. La voie est finalement étroite, comme aurait dit François Furet, et c'est pourquoi je pense que il faut éviter de tomber dans une proclamation incantatoire. Nous en avons longtemps souffert, mais tenter de faire naître une volonté collective. Encore y a-t-il la manière. Je vais vous livrer, et rassurez-vous, c'est ma dernière réflexion. Voilà, il y a une formule que je ne peux plus sentir. C'est « n'ayez pas peur ». Parce que n'ayez pas peur, vous voyez bien comme ça peut se décliner sur tous les tons. Vous avez l'injonction, n'ayez pas peur. On va le rentrer dedans. Hein. On sort de l'usine et puis bon, c'est puis il y a non, n'ayez pas peur. Ça, c'est toute référence à un personnage ayant réellement existé serait purement fortuite. Je vous remercie.